Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et aujourd'hui j'accueille Laure Palaise. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Bonjour Laure. Bonjour. Content de te retrouver dans le cadre de notre partenariat avec le think tank La France et le Monde en commun et profitant de ta connaissance géopolitique entre la Chine et l'Amérique, pays où tu vis, alors que tu as vécu déjà 10 ans en Chine. Tu es donc une vraie spécialiste et surtout tu rentres d'un voyage académique entre universités américaines et une délégation de chercheurs américains et européens. Tu es allé quand et combien de temps en Chine ? Alors, j'ai eu la chance d'être invitée par mon université américaine à laquelle je rends hommage, donc Johns Hopkins University, SAIS, donc l'école de géopolitique de cette université américaine, d'être invitée pour une semaine d'échanges académiques, comme tu l'as dit, fin septembre 2023. Nous sommes allés à Shanghai, Nankin et Pékin. L'idée, c'était de se dire les choses. L'idée, c'était de se dire les choses entre Américains et Chinois, avec quelques Européens au milieu, dont j'avais la chance de faire partie en tant qu'un peu observatrice de cette relation bilatérale si importante. Laure, on va donner ton point de vue, ton regard sur ce que tu as pu constater dans la société chinoise. Une société chinoise qui a évolué. Il y a eu évidemment la période du Covid. Justement, quels sont les grands changements que l'on peut identifier depuis cette pandémie ? Alors, ces changements, ils sont les graines étaient déjà posées avant la pandémie, si je puis dire. Ce que je peux noter vraiment qui m'a choqué, ou en tout cas qui est notable, c'est l'ubérisation de la société comme conséquence directe du Covid. Quelques exemples. Il n'y a plus d'argent liquide qui circule. Certains de mes interlocuteurs chinois n'avaient pas vu de billets depuis plusieurs mois. Tout est numérisé. On ne fait rien sans son téléphone. Donc, taxi, livraison à domicile, les cartes de visite, bien évidemment. Ça fait un certain temps d'ailleurs. Cela faisait un certain temps. Des robots dans certains hôtels à Shanghai qui vous accueillent et vous apportent du room service. Des musées hyper modernes, voilà, avec de la 3D sur des antiquités chinoises, des choses absolument merveilleuses. Mais tout ça pour dire qu'on a des relations transactionnelles qui sont vraiment accélérées, que ce soit en matière de dating, en matière de logiciels de traduction qui limitent les contacts un petit peu authentiques, etc., etc. Et que, voilà, c'est un peu l'impression, générale. Après, on a un pays qui revit un peu quand même après cette période si compliquée. Moi, je trouve que Shanghai a retrouvé sa joie de vivre. Alors, j'étais pas en Chine pendant le Covid, mais on a des récits du confinement qui sont quand même assez glaçants. Et aujourd'hui, vous avez de nombreux jeunes Chinois qui profitent allègrement de la vie, et c'est tant mieux. On peut évidemment constater que les États-Unis sont très en avance sur la technologie. Cela dit, tu trouves qu'il y a quand même un écart et une avance en Chine de là à avoir un robot qui te ramène tes valises dans ta chambre, quoi. Alors, je pense que ces robots existent ailleurs, peut-être dans les Émirats, peut-être dans certains hôtels à Vegas, mais en tout cas, moi, je ne les ai pas croisés ailleurs. Et pourtant, je suis une grande voyageuse, comme tu le sais. Donc oui, je pense qu'il y a une grande avancée technologique pour le meilleur et pour le pire, puisqu'il y a quand même une surveillance des individus. Le crédit social, par exemple, est une réalité, c'est-à-dire que chaque Chinois a une notation qui est notamment liée à son comportement civique, c'est-à-dire à une forme de surveillance quand même de la manière dont il se comporte. Par exemple, a-t-il bien aidé une grand-mère à mettre sa valise dans le train ou pas ? Voilà. Je n'en sais pas plus sur le crédit social, c'est une nouveauté pour moi. En attendant, c'est une réalité. Mais Black Mirror, la série de Netflix, quand on traversait alors que le feu était rouge et qu'on perdait des points dans son quotidien, on en est là, ça existe, c'est réel. Alors, on y arrive, mais comme je l'ai dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est aussi que, par exemple, il y a une certaine presse, alors peut-être un peu liée à l'État, en Chine, c'est jamais loin, mais qui, grâce à l'intelligence artificielle, revendique un certain nombre de
d'authenticité sur des reportages. Voilà, à l'heure de l'information des fake news, on peut s'interroger sur ces progrès et effectivement, il faut les encadrer. Mais en tout cas, il se passe des choses en Chine, oui. Leur petit aparté concernant la communauté française, qui a été secouée évidemment avec les années de pandémie. On a un chiffre qui visiblement annonce à peu près 10% de Français en moins, 25 000 enregistrés en 2022. On n'a pas plus récent, sachant que c'est l'année où Omicron a engendré le plus de confinement dans le pays, la période la plus dure. Donc ça peut encore peut-être un peu baisser. Ça a bougé. Alors, ça a beaucoup bougé. Moi, j'ai été très interpellée, par exemple, déjà au départ à Charles de Gaulle, dans l'avion, très très peu d'occidentaux. Et au retour, pareil. Effectivement, tu donnes le chiffre de 25 000 à peu près Français. En 2022, ce sont les chiffres du Vent de la Chine, donc c'est un média sérieux. Je ne suis pas allée vérifier les inscrits au registre, mais on sait toujours qu'il y a quand même un petit delta. Eh bien, voilà, mais c'est vrai pour les Français, c'est vrai aussi que il y avait par exemple que 3000 étudiants américains présents pendant le Covid, alors qu'on était à des milliers et des milliers. Donc, on voit bien que les échanges humains ont énormément diminué. Notre communauté française s'est bien réduite. D'ailleurs, le nombre d'élus a réduit à Shanghai, donc c'est pas pour rien. Et reste les gens qui sont un peu coincés peut-être par leur boulot, par leur situation familiale ou par l'amour de la Chine, hein, j'en connais, et des gens beaucoup plus jeunes. Je sais qu'il y a encore des jeunes, et c'est très bien, qui restent curieux de ce pays. Il faut continuer à y aller. On ne peut pas se passer d'un cinquième de l'humanité. Il faut absolument continuer, surtout dans un contexte qu'on va peut-être décrire après de quasi-guerre froide, à limiter les échanges interpersonnels. Alors justement, parlons de ce qui a changé dans ces relations. À une époque, les 3T étaient des sujets qui étaient des sujets où on se fâchait entre les États-Unis et la Chine. Tu nous rappelles un peu les 3T ? Alors, c'était dans les années 2000, effectivement, l'époque où j'ai commencé à circuler en Chine. On ne pouvait pas parler de Tiananmen, on ne pouvait pas parler de Taïwan et encore du Tibet. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes. Il y a 3 tabous, si je puis dire. C'est le Xinjiang, la situation des Ouïghours, TikTok, puisque TikTok est vu par les Occidentaux et les Américains en particulier comme un vilain prédateur. On va en parler un petit peu après si tu veux. Et le Covid. Voilà, Taïwan, pour moi, mais c'est l'impression du terrain de septembre 2023, génère une peur assez relative finalement, même si les Chinois demandent aux États-Unis de clarifier leur politique dite de One China Policy, voilà, d'une politique de Chine unique. Il faut dire que les tensions sont tellement vives partout dans le monde que peut-être que les tensions à Taïwan sont finalement moins virulentes qu'on pourrait l'imaginer. On l'espère en tout cas, parce qu'on n'a vraiment pas besoin d'un autre... On est bien d'accord. Un petit mot justement, tu es allé au siège de l'entreprise TikTok. Ce qui est vrai, ce qui est faux dans ce fantasme TikTok aujourd'hui? Alors, moi, je vais te dire déjà, visite absolument fascinante. 650 millions d'utilisateurs quotidiens d'une des plateformes de TikTok. Donc, nous sommes allés en fait au siège de TikTok qui s'appelle ByteDance, qui a un certain nombre d'entreprises, de filiales, dont TikTok, mais qui est la plus emblématique. Discussion très, très intéressante avec beaucoup d'échanges, mais notamment en ce qui me concerne, un sujet pour moi très important aujourd'hui, c'est les problèmes d'addiction des jeunes et des contenus. Il faut savoir qu'en Chine, les contenus de TikTok pour les moins de 14 ans sont uniquement éducatifs. Voilà. Alors que aux États-Unis, ce n'est absolument pas le cas. C'est ça, c'est 2 TikTok différents. C'est la même marque, mais le contenu chinois n'est pas le contenu qu'on trouve sur nos téléphones européens ou américains. Exactement. Donc, les Chinois ont bien compris qu'il y avait un risque d'addiction et de crétinisation de la société. Les Américains en ont bien conscience également et ça fait l'objet de nombreux débats. Mais moi, j'ai quand même levé le point en tant que maman. Ça m'est particulièrement important. Et pourquoi on ne prend pas des décisions pour décrétiniser TikTok chez nous? On y vient.
On y vient puisque il y a beaucoup de rachats de TikTok qui sont interdits, etc. Enfin, il y a tout un pan financier, économique autour de cette entreprise. Mais voilà, moi, je pense qu'il faut aussi dialoguer sur le fond de ce qu'on veut pour nos sociétés globalement. Alors, TikTok est un point de tension, l'origine du Covid, le Ouïghour, on l'a dit. En tout cas, on peut constater que la croissance s'est ralentie. La grande forme chinoise a quand même été un peu perturbée par la crise et les crises qui se succèdent actuellement. C'est quoi les points de tension qui continuent à exister aujourd'hui entre la Chine, l'Amérique et puis nous? Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, on parle de croissance un peu ralentie. On est encore à 6 ou 7%, donc on voit bien que voilà, c'est une croissance quand même assez solide. Enfin, des chiffres officiels qu'on a, en tout cas que j'ai pu entendre. Mais pour revenir un tout petit peu quand même sur les sous-jacents du ralentissement, il y a aussi une crise immobilière. Il y a une crise immobilière en Chine assez importante qui inquiète les autorités. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, puisqu'il y a assez peu d'outils de diversification des capitaux en Chine pour les Chinois, et donc l'immobilier est un des principaux vecteurs d'investissement. Et donc voilà. Et aujourd'hui, ça s'essouffle un petit peu parce que les immeubles ne sont pas forcément terminés en temps et en heure, livrés, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet pour le gouvernement chinois aujourd'hui. Un autre sujet dont on n'a pas parlé, mais je voudrais quand même saluer ce chiffre et en parler, parce que il y a une immigration interne, enfin une migration interne en Chine qui est de l'ordre de 370 millions de personnes. Il faut quand même se rendre compte des chiffres là-bas, c'est des proportions importantes de gens qu'on appelle des travailleurs migrants, qui circulaient beaucoup avant le Covid, qui circulent beaucoup moins facilement aujourd'hui, et c'est un vrai sujet aussi pour les autorités chinoises. Donc eux nous disent, les Chinois, vous avez des problèmes migratoires à l'extérieur de vos frontières, nous c'est à l'intérieur. Alors, excuse-moi, j'ai pas répondu à ta question sur les irritants de la relation un peu sino-américaine et nous au milieu. En fait, il y a les principaux points, c'est la concurrence, la compétition technologique aujourd'hui. On en a un petit peu parlé avec TikTok, mais c'est vrai c'est vrai de plus en plus avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Il y a des revendications de propriété intellectuelle des deux côtés, pas uniquement côté américain. Et il y a une crise sanitaire importante qui est la crise du fentanyl, la crise du nouvel opium par les commentateurs américains, qui est au cœur du débat de la primaire, notamment républicaine aux États-Unis. Tu sais qu'on est on rentre en période électorale. Donc voilà, et pourquoi cette crise sanitaire du fentanyl? Bien parce que ce médicament est fabriqué en Chine. Voilà. Donc j'ai répondu un peu dans le désordre, mais il y a beaucoup de choses à dire. De toute façon, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. On sait qu'on est, et tu l'as dit en préparant l'interview, dans une sorte de nouvelle guerre froide. Le mot peut être utilisé ? À mon sens, oui, parce que d'abord, on se déplace assez difficilement en Chine, notamment quand on vient des États-Unis. Il n'y a pas de vol direct aujourd'hui entre Washington et Pékin. On a des vols directs entre Paris et Pékin, mais ce n'est pas le cas facilement. Donc mes collègues américains mettaient plus de 20 heures. Donc déjà, c'est un frein. Et puis finalement, la Chine est assez méfiante. Elle est un peu dans sa bulle aujourd'hui, et elle sélectionne un peu ses amis. Et puis réciproquement, il y a une défiance aussi côté américain. Et nous, Européens, nous sommes entre eux dans cette relation triangulaire où en fait nous sommes assez peu évoqués. Faut quand même dire les choses, à part en période électorale qui arrive d'ailleurs sur les élections européennes, mais les États-Unis, quand ils discutent avec la Chine, parlent des Européens comme un levier et réciproquement. Donc nous sommes une espèce de force un peu pivot. Et qui pèse ? L'Europe pèse quand même dans ce rapport de force ? Moi, je pense qu'elle pèse par son nombre de consommateurs et par son modèle démocratique tout de même. Aujourd'hui, l'ambition de la Chine, c'est d'offrir un nouveau modèle de gouvernance aux pays qui le souhaiteraient. C'est clairement expliqué par les dignitaires et les diplomates chinois. Nous restons un modèle quand même pour nous, la France en particulier. Leur dernier mot depuis ton voyage en Chine, il y a eu l'attaque terroriste sur Israël par le Hamas. On ne sait pas trop, la Chine, elle se positionne comment dans ce conflit ? Alors,
c'est une question fondamentale dans un moment où la communauté internationale a un nouveau visage avec des BRICS, des pays émergents, avec la Chine en champion, qui prend de plus en plus d'importance, notamment au sein de l'ONU et des résolutions qui peuvent être votées. La position de Xi Jinping, il a appelé à un cessez-le-feu immédiat, mais il a condamné aussi le veto américain à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, qui appelait à une pause humanitaire dans les combats. Donc en fait, on voit bien qu'elle tente, cette Chine, d'atteindre 2 objectifs actuellement. C'est renforcer son statut de champion des BRICS, comme je l'ai dit, mais aussi de se positionner comme une superpuissance qui rivaliserait les États-Unis dans un monde multipolaire avec des alliés notables comme l'Iran, qui aujourd'hui a un rôle majeur dans ce conflit. Alors, ma dernière question, tu as vécu 10 ans en Chine, tu vis aujourd'hui aux États-Unis. Ce voyage, c'est quoi ton sentiment global en quelques mots? Alors d'abord beaucoup de nostalgie personnelle, puisque moi pour moi c'est une période de ma vie à la fois très riche au plan professionnel, mais aussi au plan personnel, puisque mes enfants ont grandi en Chine. Et écoute, moi je pense qu'on est on est complémentaires. Moi je suis une grande optimiste, donc j'essaye de me dire que les choses vont aller vers le mieux, même s'il y a beaucoup de tensions aujourd'hui. Je pense que la vision chinoise du monde n'est pas du tout à rejeter d'un revers de la main, et puis que les Américains en complément sont beaucoup plus peut-être pragmatiques, mais qu'en tout cas il y a quelque chose que notre humanité peut tirer le meilleur de toutes ces expériences. Voilà, on est sur un média qui est aussi positif et un peu optimiste. Faut quand même profiter, en tout cas avant l'élection américaine qui risque à nouveau de remettre un peu d'huile sur le feu. Et taïwanaise en janvier 2024. Ok, alors on a encore l'occasion de se retrouver. Laure, merci beaucoup. Évidemment, pour en savoir plus, je vous invite à surfer sur le site du think tank La France et le monde en commun. Au plaisir de te retrouver. Merci pour ton avis sur ce voyage. Merci beaucoup de m'avoir invité, de donner la parole. À bientôt. Françaisdanslemonde.fr